chance de participer aujourd'hui. Alors nous allons continuer, si vous le voulez bien. Nous avons une table ronde particulièrement importante. Les deux dernières sont particulièrement importantes, car la première est une comparaison entre ce que nous faisons en France et ce qui se fait au Québec. Et donc nous allons profiter des collègues, et ce n'est pas n'importe lesquels, puisque elles font partie du Fonds de recherche du Québec, et à ce titre-là, bien sûr, l'intégrité est particulièrement importante dans sa prise en compte. Ensuite, la deuxième table ronde que nous aurons sur faut-il sanctionner les chercheurs ou pas. Et il y en a parmi nous, et ils seront là, qui sont d'accord pour dire qu'il faut sanctionner dès maintenant tous les incidents, voire toutes les fautes, malgré tout ce qui a pu être dit par ailleurs. J'ai demandé à Catherine Labbé-Julier, qui est notre référente intégrité de l'université, donc, ainsi que Mylène Deschênes et Madame Stanton-Jean, qui sont, comme je vous l'ai dit, de l'Université de Montréal et du Fonds de recherche du Québec. Pour cette table ronde, Catherine, vous avez la parole pour bien préciser la logique, la philosophie au niveau français. Suite à l'exposé de Guillaume. Qu'est-ce que vous voulez? Je pensais qu'on a... Ah, il est là, ok, parfait. Oui, monsieur, c'est pour se promener. C'est pour se promener, oui. Bon, vous avez déjà entendu pas mal de choses sur ce qui se faisait en France. Donc, je pense qu'on va commencer par le Canada. Et après, je comparerai avec ce que vous faites. Et je vous dirai un peu ce qui se fait chez nous, au moins à l'Université Paris-Descartes. Tu vas faire passer les gens? Passer les slides. Il y a pas de sac là. Bon, alors, on y va. D'abord, je voudrais remercier Christian de nous avoir invités à cette journée qui fait suite à 2 journées de travail sur la personne âgée et le numérique. Donc, nous sommes très heureux d'être là et de pouvoir échanger avec vous et avec vous, madame. Donc, j'aimerais dire en commençant que notre politique sur l'intégrité, il ne s'appelle pas politique sur l'intégrité, mais il s'appelle politique sur la conduite responsable en recherche. Donc, pour donner cette image que c'est pas qu'uniquement les chercheurs, mais il y a un continuum d'acteurs impliqués à partir de la formation, la prévention, la promotion, etc. Et tout ce qu'on a discuté ici aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent moins comment ça fonctionne au Canada et au Québec, je vais faire un premier point sur le contexte de cette problématique sur la conduite responsable au Canada et au Québec. On fera un deuxième point sur les piliers de la conduite responsable en recherche. Troisièmement, les éléments de base de la politique. Et quatrièmement, des questions qu'on se pose qui peuvent ressembler ou être différentes des vôtres. Sur le contexte, il est toujours important de dire que le Canada est une fédération avec 10 provinces et 2 territoires qui ont parfois des structures différentes pour ces questions. Le financement donc, un partage de compétences. Le financement public de la recherche se fait à la fois par des agences fédérales où vous avez des 3 fonds, comme il y en a 3 fonds au Québec, donc les Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil qui s'occupe des sciences naturelles et un autre conseil qui s'occupe des sciences humaines, tout ça piloté par un secrétariat qui s'occupe plus de l'intégrité. Au niveau provincial, le Québec a
une espèce de miroir de ces 3 fonds au sein des fonds de recherche du Québec, où il y a un fonds sur la santé, un fonds sur les sciences naturelles et un fonds sur les sciences humaines. Donc, tout ça est chapeauté par un scientifique en chef pour ce qui concerne le Québec, qui pilote les 3 fonds qui ont chacun un directeur. Donc, on a un scientifique en chef au Québec. Les fonds de recherche du Québec, bon, j'ai dit, il y a ces 3 fonds qui sont sous la gouverne du scientifique en chef. La recherche publique. Au Québec, la recherche soutenue par du financement public FRQ, est soutenue par le financement du FRQ, se fait principalement au sein des établissements d'enseignement, universités, collèges et via des établissements affiliés ou des hôpitaux. Les fonds de recherche comme tels n'emploient pas de chercheurs. Les chercheurs sont dans les établissements que je viens de mentionner. Par exemple, je crois que déjà c'est un peu différent de ce qui se fait, mettons, à l'INSERM. Les piliers de la conduite responsable en recherche. Alors, historique du développement des politiques canadiennes, il y a eu au niveau canadien un rapport du Conseil des académies canadiennes. Suite à une demande d'un ministre, il y avait des faits qui étaient rapportés, certaines études. Alors, il a demandé au Conseil des académies canadiennes de préparer un rapport. Moi, je faisais partie de ce groupe avec des gens qui venaient des différentes provinces. On avait aussi un représentant des États-Unis et un représentant de l'Europe. Alors, le rapport a été publié, s'appelle « Honnêteté, responsabilité et confiance, promouvoir l'intégrité en recherche au Canada ». Alors, ensuite, il y a eu un cadre de référence des 3 organismes sur la conduite responsable en recherche, les trois organismes scientifiques, les agences fédérales, suite à ce premier rapport. Et ensuite, il y a eu la politique des fonds de recherche du Québec sur la conduite responsable en recherche. Cette politique date de 2015. La notion d'intégrité scientifique, nous, on a quand même pris une définition semblable à celle du Conseil des académies canadiennes, donc vous l'avez sur la slide. La mise en pratique cohérente et constante de valeurs pour favoriser et atteindre l'excellence dans la quête et la diffusion du savoir. Alors, les valeurs qui sont fondamentales, l'honnêteté, la confiance, j'insisterai sur la confiance, trust. S'il n'y a pas de confiance, ça ne fonctionne pas. La responsabilité et l'ouverture. Alors, l'idée, pourquoi favoriser une culture de la conduite responsable en recherche? Premièrement, pour soutenir la confiance du public, qui est un petit peu ébranlée à ce moment-ci, dans l'activité de recherche et pour protéger la crédibilité de l'activité de recherche. Il faut dire que la politique a été préparée par un groupe piloté par Mylène Deschênes est le résultat de plusieurs consultations, parce que nous, c'est important au Québec de continuellement consulter les chercheurs, d'aller chercher leur avis et aussi de soutenir la crédibilité et de la recherche face au public. Alors, les orientations fondamentales de la politique. Au point de départ, confiance envers les chercheurs soutenus par du financement public. Il faut rappeler que ce qu'on examine provient de subventions. C'est des chercheurs qui sont subventionnés par les fonds. Donc, c'est une recherche privée complètement. On ne s'occupe pas de ça. Confiance envers les établissements. Ils ont la responsabilité et la compétence pour faire la promotion de la conduite responsable en recherche au sein de leur communauté et pour gérer les cas d'allégation de manquement, le cas échéant. On va expliquer ça, mais rappelons-nous que ce sont les établissements qui gèrent les allégations à la conduite responsable en recherche. Mylène, le numéro 2, élément de base. Alors, je vais avec les éléments de base de la politique, juste pour que vous voyez un peu comment fonctionne la nôtre. Évidemment, c'est tous les acteurs de la recherche qui sont soutenus au moins en partie par le financement des fonds publics. Puis en fait, c'est l'agence de financement chez nous qui édicte les politiques parce que ça en est une condition de financement. Les gens signent un engagement à respecter ces politiques-là. C'est intéressant, ce matin, il y avait une question, est-ce que ça inclut les directeurs de thèse? Nous, les directeurs de thèse signent un engagement à soutenir la conduite responsable en recherche et s'il y a un pépin, ils vont être impliqués. Ce ne sera pas là, juste l'étudiant qui va être impliqué.
On a effectivement une liste de manquements, puis je suis d'accord avec ce que Mme Filiatro disait ce matin. On ne pourra jamais avoir la liste parfaite. Je pense qu'elle a un but quand même éducationnel. Mais ce qu'on regarde, je pense, de plus en plus dans cette longue liste, vous la lirez plus tard, c'est plutôt sur le continuum. Quelle est la déclinaison des manquements? Je n'ai pas la paternité ou la maternité de cette idée, de cette slide ici. Je pense que c'est quelque chose qui circule quand même beaucoup. Mais à gauche, vous avez les actes criminels comme tels, qui évidemment, si ça arrive, on va appeler la police, c'est pas compliqué. Puis à droite, vous avez la pratique exemplaire, celle qu'on souhaite évidemment qu'il soit mise en pratique. Ce qui attire le plus notre attention, c'est ce qui se passe dans le milieu. C'est les pratiques questionnables de recherche dont certaines vont basculer du côté de l'inconduite scientifique, puis d'autres vont plutôt rester du côté acceptable, même s'ils sont, peut-être moins intéressantes au niveau de la façon de mener ces activités de recherche. Alors nous, c'est les établissements de recherche qui reçoivent et qui doivent gérer, ça fait partie de leur responsabilité, les situations où il y a des plaintes, où il y a des allégations, et nous, on se fie comme agence de financement aux conclusions d'enquête, de ces enquêtes-là, pour prendre des décisions quant au financement futur. Donc, moi, à l'agence de financement, je reçois ces rapports-là, je les vois de manière confidentielle. Et on a ce que vous appelez le référent en éthique. Nous, il s'appelle la personne chargée de la conduite responsable en recherche, qui a vraiment cette responsabilité de promouvoir la culture de conduite responsable en recherche, qui doit répondre justement aux questions que les gens se posent et qui est le principal point de contact. Donc, si jamais il y avait des questions qui étaient soulevées, si jamais vous collaborez avec quelqu'un du Québec et que vous vous posez des questions, la liste des personnes qui ont ces fonctions-là sont sur les sites web. Vous pouvez les appeler si vous allez faire un stage au Québec, par exemple. La rigueur du processus de l'examen de la plainte est extrêmement importante et on en a parlé ce matin. L'importance de la confidentialité, de respecter les principes de justice naturelle. Quand il y a vraiment une enquête qui est menée, la personne doit être entendue. On ne prend pas des décisions aussi importantes comme ça sur un oui-dire. L'impartialité, surtout l'écoute. Si les gens sentent qu'ils ne seront pas écoutés, c'est sûr qu'ils ne viendront pas puis qu'ils ne s'avanceront pas. Et évidemment, la protection des renseignements personnels, ça a été largement discuté ce matin. Des statistiques, nous, on a 19 établissements universitaires, 24 centres de santé, 45 collèges qui ont signé l'entente avec les fonds de recherche à l'effet qu'ils vont respecter la conduite responsable en recherche. Et là, il faut voir, ils doivent gérer toutes les plaintes, pas celles qu'ils reçoivent de notre financement, mais celles qui sont portées à notre ascension, c'est ce que vous voyez, ça tend à doubler par année. Donc, la première année qu'on a mis la politique en vigueur, on avait seulement 4 cas qui ont été portés à notre attention. Puis, si je pouvais vous montrer les statistiques de cette année, là, qui ne sont pas encore finies de compiler, on est à peu près autour de ça, effectivement. Je passe la parole à Mme Jean, qui s'occupe du comité, au niveau du mandat, qui s'occupe du comité de conduite responsable en recherche. Donc, suite à l'étude par les établissements de la faute, ils vont nous communiquer si c'est avéré ou pas. Et là, au fond, on a ce comité qui s'occupe des allégations qui peuvent provenir des différents secteurs des 3 fonds. Donc, ce comité est très important. Il reçoit les rapports, mais les noms des personnes sont caviardés et les noms des institutions. Donc, Mylène les a, les noms et le nom des institutions, mais les membres du comité, comme le Québec est petit, on pourrait facilement identifier d'où vient l'allégation. Donc, les choses sont caviardées pour ce qui concerne les noms et les noms des institutions. Alors, évolution de la politique, que fait ce comité? Il suit l'évolution de la politique. Comme là, on songe déjà à une mise à jour par rapport aux questions qu'on a reçues depuis le début de la politique. On va mettre à jour et modifier un certain nombre de choses. Le comité doit prendre connaissance des rapports de manquement à la conduite responsable qui proviennent des établissements et formuler des recommandations quant aux actions requises par le directeur scientifique du fonds, de l'un ou des fonds. Donc, le comité n'est pas décisionnel. Il étudie les manquements, il étudie ce que l'établissement veut faire, il peut retourner demander plus d'informations et il fait des recommandations qui vont aller au directeur scientifique des 3 fonds et qui va dire oui, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord avec vos recommandations et ça va aller aussi aux fonds concernés pour ce qui est d'une sanction. On peut recommander aussi une sanction, mais on n'est pas décisionnel au niveau du comité. Il examine les allégations jugées recevables, les liens à des activités internes des fonds et formule les recommandations, mène des enquêtes le cas échéant. Effectivement, si jamais on trouvait que ça n'a pas été bien fait ou que les décisions de l'établissement ne sont pas correctes, on peut mener une enquête et rendre compte annuellement de ses activités au CA des fonds. Ça, ce comité, je dois le mentionner,
à un étudiant qui est membre. 2 étudiants qu'on a. On a 2 étudiants et c'est très utile parce que les étudiants apportent leur point de vue et déjà, on trouve ce membership très important et ça nous apporte beaucoup parce qu'ils amènent leur point de vue. Ensuite, ils rencontrent annuellement au comité d'administration des 3 fonds de ce qu'il a fait. Et on remarque, parce que c'est quand même assez jeune, cette politique, on remarque une certaine éducation des membres des CA qui, au début, étaient un peu frileux. Comment vous allez faire? Et là, maintenant, mais allez-vous un jour publier les noms des chercheurs? Il faut vraiment faire ceci ou cela. Donc, avec l'établissement de nos statistiques et la discussion de ce qu'on a fait durant l'année, ça fait évoluer. C'est une certaine pédagogie au niveau des conseils d'administration. Alors, les conditions gagnantes pour soutenir une culture de conduite responsable en recherche, bon, on le dit souvent et c'est très important. Formation et dialogue continu. Alors ça, c'est un point extrêmement important pour toute la communauté de recherche. Reconnaissance par les décideurs de l'importance de la CRR. C'est ce que moi j'appelle le commitment at the top. Parce que moi, j'ai travaillé au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial, et on peut discuter entre nous qui sommes pour la vertu, mais il faut que nos décideurs, nos politiciens, les cabinets de ministres soient informés de ce qu'on fait. Ce qui n'est pas souvent le cas. Des fois, on va à des colloques, on sort, on est tout content, mais moi, je le dis toujours, allez-vous envoyer des rapports, allez-vous communiquer avec les décideurs qui ne sont pas informés, ne vont pas s'en occuper de l'intégrité. Alors, ce qu'on appelle le commitment at the top est aussi important pour la personne responsable. Parce que lorsqu'on fait la journée de formation des personnes responsables, on se rend compte que s'ils n'ont pas, au niveau de la hiérarchie, un support, les choses ne se passent pas toujours très bien. Donc, c'est important de trouver aussi, et je crois que notre scientifique en chef le fait, de communiquer lorsque lui fait des rencontres avec des doyens et tout ça, de parler de l'intégrité. Maintenir un climat de confiance grâce à des politiques claires. Alors, souvent, les politiques, c'est très joli à les lire, mais elles ne sont pas mises en œuvre. La mise en œuvre est défectueuse à bien des points de vue. Ça n'avance pas. Et notre réseau des personnes chargées, on les soigne très bien, on répond à leurs questions et on essaie de faire des forums pour discuter de l'évolution des normes, qu'elles puissent se poser des questions entre elles. On fait des forums annuels et on leur présente ce qu'on a discuté. On leur présente, on va en parler tout à l'heure, des documents de formation que nous avons mis en place. Alors, les questions? 3 questions difficiles, puis on a terminé notre présentation là, sur 3 questions difficiles sur lesquelles on planche, ou en tout cas présentement, on travaille peut-être un peu plus fort. La question de la protection des lanceurs d'alerte puis des personnes vulnérables. On s'intéresse particulièrement à vous, les étudiants, doctorants, postdoctorants, parce que vous voyez des choses dans les laboratoires, vous êtes témoins de certaines choses, puis au début, on se dit, bon, est-ce que la dénonciation anonyme va faire l'affaire? Puis non, parce que c'est trop de l'information intime. Souvent, il n'y a que l'étudiant qui pouvait savoir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de difficile. Un exemple de ce qu'on a fait, par contre, dans une situation où on pensait que, justement, l'étudiant était plus une victime qu'un responsable. Nous, comme agence de financement, c'est arrivé dans un cas où on a étendu la période d'admissibilité, c'est-à-dire un étudiant n'était plus admissible au niveau des délais, mais on a étendu la période d'admissibilité de cet étudiant-là, vu les circonstances X ou Y, pour justement faire en sorte qu'elle ne soit pas une victime collatérale de cette situation-là. Plusieurs défis qui ont attrait justement au changement. Quand on fait de la recherche interdisciplinaire, transdisciplinaire, tout ça, il y a des contextes culturels qui sont différents. Puis là, il y a des chocs d'idées des fois qui amènent ce qu'on pourrait penser comme des manquements à la conduite responsable en recherche, mais en fait, c'est un besoin de dialogue puis de discussion qu'on a besoin au départ et qui n'est pas toujours fait en début de projet. Puis l'évolution de la recherche même, on en parlait ce matin. Beaucoup de questions sur la transparence de nos propres décisions, qui doit être informé de quoi. C'est sûr qu'il y a une certaine curiosité, mais au-delà de la curiosité, on pense que c'est quand même un formidable outil de formation que les gens voient sur quel genre de cause ou quel genre de cas on voit. Puis bon, ben qu'est-ce qu'on fait quand il y a un jour de tempête, c'est-à-dire quand les médias se saisissent de ce qu'on met en ligne dans toute transparence. On l'a vécu au Québec, on a eu 3 jours de journaux qui étaient, ma foi, pas très positif pour la recherche. Il faut savoir faire face à ces situations-là. Et mon dernier point, c'est nouveau, c'est un phénomène nouveau. J'en parle avec vous. Je n'ai pas eu l'occasion encore d'en discuter dans une plénière et je serais intéressée si jamais vous voulez qu'on en discute. Alors, face à la pérennité
il y a la circulation de l'information dans l'espace public, il y a la fameuse question de la notoriété qui a été discutée ce matin, mais aussi de la réputation, j'ai appelé ça la réputation numérique. Et là, ce qu'on voit pointe, c'est dans les comités d'évaluation scientifique, parce que ça se passe chez nous, mais ça pourrait tout aussi bien être des comités d'évaluation qui ont pour but d'obtenir des postes, etc. Les gens ont entendu des choses, ont lu des choses concernant la conduite responsable en recherche de quelqu'un, mais il y a très, très longtemps, et vont répercuter cette situation-là encore et encore, alors que pourtant, cette personne-là a déjà eu sa sanction, a déjà été punie, la punition est terminée. Normalement, on s'attendrait à ce qu'elle puisse continuer. Notre but, c'est pas de mettre des gens sur le banc des punitions pour toujours. On veut que la recherche soit faite de façon responsable, point final. Mais ce qui se passe, c'est qu'après, c'est comme si les pairs n'arrivaient pas à passer par-dessus. Et là, ça amène vraiment quelque chose de difficile sur lequel on travaille. Donc, il faut se rappeler, c'est quoi notre objectif? Notre objectif, c'est de faire de la recherche excellente, pas de bannir des gens, certainement pas à vie, à moins des cas, mais très, très graves. Et souvent, ces cas-là, de toute façon, on va tomber plus du côté du criminel. Donc, il ne faut pas mélanger les forums décisionnels. Puis, je pense que c'est important de prendre soin de vos réputations numériques. En tout cas, c'est un dossier sur lequel on travaille. Je finis avec des outils qu'on a chez nous qui pourraient peut-être être intéressants chez vous, en lien avec ce qu'on a vu ce matin. Des listes de vérification pour reconnaître les revues trompeuses. C'est l'Université de Toronto qui a fait ça, mais ça a été traduit en français. C'est disponible sur notre site web. Si jamais ça vous intéresse, c'est des checkbox. C'est juste pour voir, OK, cette revue-là, est-ce qu'elle a ça? Est-ce qu'elle a un site web? Elle a-t-il une adresse? Est-ce qu'il y a une adresse en quelque part physique, etc.? Donc, des questions qui peuvent peut-être vous aider. Une trousse d'accompagnement, donc on finance la recherche sur la recherche en intégrité scientifique, et la dernière était sur la recherche hors création. Et ça nous a beaucoup fait réfléchir parce qu'effectivement, c'est des méthodologies qui sont différentes et il y avait vraiment là un choc de culture. Donc, si ça vous intéresse, c'est disponible sur notre site web. Et le dernier, c'est un outil de sensibilisation à la conduite responsable en recherche qui est un outil interactif. Vous avez 6 mises en situation, ça dure 20 minutes. C'est vraiment de la sensibilisation. Je ne vais pas appeler ça de la formation. Mais si vous allez sur le site web, vous allez voir, c'est des mises en situation. C'est la dame qui est à droite, qui est dans un congrès scientifique et il va lui arriver toutes sortes de situations. Et vous devez choisir devant le dilemme éthique, qu'est-ce qui serait intéressant de prendre comme voie de passage. Donc, voilà, c'est à peu près ce qu'on avait à dire. Juste ajouter un petit point, cet outil est intéressant parce que quand on examine des cas, comme vous savez, l'éthique doit être contextuelle. Donc, souvent, on se dit, c'est pas trop grave ce que la personne a fait, mais elle aura besoin de formation. Donc, on avait besoin d'outils de formation et c'est dans ce cadre-là que cet outil a été créé. De rien. Oui, merci beaucoup. Oui. Bon, en France, le financement de la recherche, c'est entre 10 et 20% par les tutelles qui sont les EPST comme l'INSERM, le CNRS, l'INRA et les universités. Ce financement sert essentiellement à initier des nouveaux travaux, des nouveaux projets, pour après pouvoir demander les 80% de financement suivants, ce qui sont l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, les projets européens, les associations, et chaque labo passe énormément de temps à demander du financement. C'est pour que ce soit les universités, les EPST, ou maintenant l'ANR et tous les appels à projets européens, demande justement des labels pour montrer que l'éthique est suivie, que l'intégrité est suivie dans les projets. Et l'ANR, comme l'INSERM, le CNRS, l'Université Paris-Descartes, on a obtenu le label, c'est sur la recherche. C'est la HSR Forer, c'est pour la gestion des ressources humaines pour la recherche. Et en fait, c'est pour suivre la charte européenne des bonnes pratiques de la recherche. Et c'est un label de qualité, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de faire des choses, on vous demande de faire des actions pour être le mieux possible. Et ça, tout ça, et dans ces actions-là, vous avez donc les pratiques pour suivre l'intégrité scientifique, pour la transparence des financements, pour que chaque tutelle, chaque financeur sache que vous faites de votre argent et ce que vous avez d'autre comme financement pour faire votre projet. Donc ça demande la responsabilité des chercheurs. Voilà, donc tout ça, ça retrouve un peu dans l'ensemble ce que vous avez. Après, pour l'activité, alors je ne sais pas si vous arrivez à trouver mon document. Alors, voilà, ça doit être ça. CUSP, voilà.
Bon, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait 2 diapos. Voilà. Alors, sur l'université Paris-Descartes, on a créé quelque chose qui s'appelle le pôle EDIS, pour éthique, déontologie et intégrité scientifique. Ce pôle est animé par le référent intégrité scientifique. Momentement, c'est moi. Mais bon, ça ne sera pas toujours le cas. Il intègre dans ce pôle les différents comités d'éthique de l'université. Donc, il y a un comité d'éthique à expérimentation animale, un comité d'éthique de la recherche. Ce comité d'éthique de la recherche est celui qui va traiter tous les projets qui sont attachés à la loi Jardé, par exemple. C'est-à-dire que c'est tous les projets qui impliquent de l'humain, mais sans pratique interventionnelle. Donc, c'est ce qui sort des CPP. Et le responsable correspondant de la CNIL. Et donc, il y a un bureau qui est avec les présidents de chacun des conseils, plus le référent intégrité scientifique. Normalement, il est demandé aux établissements d'avoir un référent déontologue, mais nous n'en avons pas à l'université Paris-Descartes. Je sais qu'il y en a un à l'université Paris-Diderot, et on est en train de discuter de comment on va organiser ça pour la future université de Paris. Et il y aura des invités suivant l'ordre du jour des réunions. Alors, les missions de ce pôle, la première, c'est la visibilité, la publicité de ce qui se fait à l'université pour l'éthique, pour l'intégrité, le faire savoir dans les laboratoires. Là, c'est pour ça. Je remercie beaucoup Christian et Claude à chaque fois de m'inviter dans leur journée à parler de ce qui se fait à l'université. C'est important. Ça, c'est vraiment un truc très important. Après, ce pôle va réceptionner tous les signalements aux manquements, parce que il y a les manquements à l'intégrité scientifique, mais vous pouvez aussi voir des manquements à l'éthique dans votre laboratoire ou à la déontologie. Et suivant le type de manquement, ça sera traité soit par le comité, soit par le RIS, et c'est toujours moi qui réceptionne de toute façon, de façon confidentielle, tout ce qui est donné. Donc là, c'est la principauté, il faut être confidentiel dans tout ce que vous pouvez demander. On est là pour pouvoir vous offrir des offres de conseils, pouvoir retourner, même si vous avez des cas de harcèlement, je saurai la personne à qui vous envoyez pour poser le projet. À l'université, les harcèlements sont traités par la direction des affaires juridiques. Aussi, les problèmes de plagiat, suivant le niveau du plagiat, ça peut être traité aussi par les affaires juridiques, si ça va aller comme pour madame avec la thèse. Soit, ça peut être traité directement en médiation pour faire retirer une publication si ça a été plagié, mais ça, c'est des discussions classiques. Après, ça, c'est au niveau local. Après, les RIS, les RIS font partie du réseau des référents intégrité. Ce réseau, c'est quelque chose qui existe depuis 2015 maintenant. Avant le rapport Corvol, au ses débuts, la CPU a demandé aux établissements de nommer un référent à l'intégrité scientifique. Alors, ce référent à l'intégrité scientifique, où que vous alliez, ça doit être un chercheur, ça doit être quelqu'un qui est le plus éloigné possible des laboratoires pour éviter les conflits d'intérêts. Alors moi, je suis chargée de mission recherche de l'université Paris-Descartes, c'est-à-dire que je ne fais pas que la fonction de RIS, je fais autre chose, mais je n'appartiens à aucun laboratoire et donc je peux avoir un avis complètement indépendant de ce qui se fait. Donc éviter les conflits d'intérêts. La CPU a organisé une première réunion des RIS en juin 2015. Et depuis, ce réseau s'est créé et se réunit régulièrement pour parler de l'expérience de terrain, des difficultés que nous rencontrons, de comment arriver à solutionner quelques problèmes. Et donc, il y a des groupes qui ont été créés pour traiter différents points, comme la création du guide pour le traitement des malversations, des abnégations. Et ça, c'était dirigé par Ghislaine. On a fait un beau guide et ce guide est extrêmement important parce que, comme elle a dit ce matin, on ne travaille jamais seul. C'est-à-dire que vous êtes
vous êtes un chercheur universitaire, mais vous travaillez dans une unité INSERM avec dans laquelle il y a aussi des chercheurs CNRS. Et finalement, tout le monde est impliqué. Et ce guide permet d'avoir une méthode unique de travailler et de discuter ensemble, et de voir les choses de la même façon, on procède de la même façon. Et c'est vrai que ça permet de travailler ensemble sur les mêmes dossiers. Et voilà, donc il y a un autre groupe qui s'est intéressé à l'intégrité scientifique, particulièrement au niveau des sciences humaines et sociales. C'est vrai que moi je suis biologiste et c'est plus facile de voir l'intégrité scientifique au niveau d'une expérience de paillasse que sur un domaine artistique où quand vous étudiez des tableaux et comme ça, c'est vrai que c'est quand même pas la même chose. Après, donc ce groupe se réunit régulièrement et maintenant avec l'Office et Joël qui est là, qui donc elle promeut les travaux qui se font au réseau. Parmi ces autres activités, même donc ce guide et tout le reste peut être sur le site de l'Office, qui est lui-même sur le site du HCERS. C'est pas forcément facile à trouver. Mais quand on tape Office, on arrive directement là où il faut sur Google et on n'est pas obligé de passer par le HCERS pour tomber sur les documents qui nous intéressent. Bon, maintenant, je vais laisser la parole à la communauté, si vous voulez des questions. Je poserai la première question. Au niveau de l'université Paris-Descartes, nous avons la chance d'avoir une faculté de sciences humaines et sociales. Est-ce qu'ils participent plus particulièrement? Est-ce qu'on aurait intérêt à construire avec eux un certain nombre d'éléments? Est-ce qu'il y a des personnes qui font partie éventuellement, même pourquoi pas, de ce groupe? Non, point encore. J'ai encore un peu du mal avec la faculté SHS. Je sais que la faculté de médecine, elle, a nommé un correspondant, intégrité scientifique, qui donc va être sur place. Il y a après en psychologie, ils travaillent beaucoup en éthique, la faculté de psychologie. En droit, ici sont mis aussi, l'école doctorale de droit a monté sa propre formation pour les doctorants en intégrité. Mais c'est encore des choses à faire. Il faut vraiment que je les fasse participer à tout ça. Oui, merci à vous trois. Il me semble en effet que les psychologues de Descartes, pour les connaître, ont monté récemment, l'an dernier, je crois, un comité d'éthique, recherche, quelque chose comme ça. Mais pour faire l'interface entre la France et le Canada, je me demandais comment vous, dans votre pays, vous régliez ou vous preniez en charge les dossiers qui impliquent des entités émanant des recherches financées, par exemple, qui sont portées à la fois par des entités de recherche canadiennes et françaises. Parce que c'est aussi une question qu'on se pose, effectivement, quoi mettre en place comme commission pour préserver, pour éviter tout conflit d'intérêts, etc., pour qu'il y ait un travail convergent. Donc, on n'a pas eu encore beaucoup de dossiers internationaux. On en a eu quelques-uns, mais pas énormément. Je pense qu'il est très important dans ce contexte-là qu'on soit capable d'identifier nos vis-à-vis. Moi, c'est pour ça que ça fait quand même un bout de temps que je viens en France puis que j'essaie de garder le lien parce que je sais que les chercheurs du Québec collaborent énormément avec la France. Disons qu'on veut être très, très convergent de ce côté-là. Je pense que la bonne nouvelle pour les chercheurs, puis c'est ce qu'on essaie de dire aussi au Québec, c'est qu'à tout le moins, je dirais en Europe, au Canada, aux États-Unis, mais il y a une distinction qu'on a faite. Je vais peut-être faire une parenthèse par rapport à ça. Il y a peut-être une petite distinction à faire avec les États-Unis. Vous connaissez le ORI, je connais juste l'acronyme anglais. ORI, quand ils ont commencé à travailler, le Office of Research Integrity aux États-Unis, ils ont commencé à travailler sur une base plus d'une approche de droit criminel parce que c'était dans le code, dans la loi, que se trouvaient les dispositions sur lesquelles s'appuyer pour être capable de faire l'intégrité scientifique. Et donc, quand ils ont commencé, ce bureau-là avait des pouvoirs de saisie, de débarquer dans un labo, de commissionner, etc., de mettre les gens en prison. Bon. Alors, c'est sûr que
là, maintenant, les choses ont évolué. Puis comme Mme Filiatro l'a montré ce matin, tendent à dire, bon non, attendez, on a bien plus à regarder que l'aspect criminel. En fait, il y a que la conduite responsable en recherche, c'est beaucoup plus large. Donc, je pense qu'il y a vraiment une belle convergence et les rencontres internationales qui portent sur l'intégrité scientifique ont pour but justement que le message soit quand même cohérent sur les aspects et sur comment on va le gérer. Maintenant, dans la poutine, je vais appeler ça comme ça parce que c'est pour le Québec, dans le détail de mise en œuvre, je pense que c'est pour ça que c'est très important d'identifier les référents, les personnes avec qui on parle, pour qu'on puisse avoir des discussions qui sont somme toute confidentielles. Quand un dossier apparaît, moi, ma inquiétude, c'est toujours de dire qui j'ai le droit de téléphoner. Je ne saute pas sur le téléphone. Hein. Je me dis, OK, est-ce que j'en suis rendue à l'étape où je peux téléphoner quelqu'un ou est-ce que non, il faut quand même que j'entende la personne sur cette question-là avant que je lui téléphone. Moi, j'ai déjà eu un appel une fois d'un comité international où les gens étaient en train de siéger et ils me posaient des questions sur un chercheur du Québec. Et j'ai dit, non, mais on se calme. Je ne vais pas vous répondre sur un dissent ce matin. Ça va être impossible. Donc, mais je pense que donc, ces liens-là sont extrêmement importants, surtout avec les lieux avec qui on fait beaucoup de recherches. Oui, peut-être ajouter, suite à votre question, que comme on l'a dit, je crois, on a essayé d'avoir une politique au Québec qui ne dédoublait pas les politiques fédérales, d'accord? Parce qu'ils ont aussi trois fonds, ça fait 6 fonds. Là. Alors, on a essayé de faire ça, bien qu'il y ait quelques différences. Mais parmi les questions qu'on a, c'est que s'ils reçoivent une allégation à Ottawa, au niveau fédéral, nous, on ne sait pas si une des allégations qu'on reçoit est la même. Et là, on a des interfaces de loi d'accès à l'information qui sont différentes. Alors, Mylène, qui travaille pour les fonds, ne peut pas téléphoner à Ottawa et dire « Avez-vous reçu une demande, une allégation de cette université par rapport à ce chercheur? » Donc là, on est un peu anxieux par rapport à ça parce que nous, on pourrait déboucher sur une sanction différente pour la même faute, peut-être. Alors ça, c'est un petit peu... Je peux m'auto-saisir, je ne peux pas partager l'information qui deviendrait un bris de confidentialité face à des informations qui ne sont pas confirmées. Ce n'est qu'une allégation. Alors, on est très, très prudent. Le traitement confidentiel de l'information est extrêmement important. Merci. Merci pour vos interventions à toutes les trois et pour les points que vous avez soulevés. Justement, historiquement, quand on est référent à l'intégrité, on va toujours voir ce qui se passe au Québec. Vous faites partie de nos points de veille. On va toujours voir, on cherche vos textes, voilà. C'est pas seulement parce que c'est en français, c'est parce que réellement ça nous intéresse ce que vous faites. Et c'est d'autant plus rassurant d'entendre vos questions difficiles, parce qu'en tant que référent, et notamment aussi à l'intérieur du réseau, ce sont les questions qui nous taraudent en ce moment. On a les mêmes, et je pense que c'est un signe de maturité, qu'on converge dans les problèmes, si je puis dire. Mais réellement, ce sont des problèmes nouveaux, finalement, parce qu'on fait de plus en plus de traitements des allégations, donc on peut mettre en évidence des problèmes, des façons de faire qui ne sont pas correctes. Et en recherche, il n'y a pas de prescription. C'est oui-non. On actionne tout de suite un marteau-pilon quand on commence à vraiment s'intéresser à ce qu'a fait un chercheur. On n'a pas du tout de culture de ce que les Américains appellent rehab, de réhabilitation. On ne sait pas faire. Voilà, tout ça est nouveau. Et ce sont des questions qui maintenant se posent avec de plus en plus d'acuité pour toutes les bonnes raisons qu'on a vues, mais qui deviennent une responsabilité forte pour nous. Mais je le disais ce matin, mais je vais le redire encore, c'est super important que la communauté scientifique s'implique là-dedans. Ça ne doit pas être des trucs qui sont définis administrativement dans quelque chose qui est désincarné. Ça ne peut pas non plus être fait en silo. J'y crois vraiment. Ça ne peut pas être fait en silo. La recherche est internationale et c'est une activité qui se fait en équipe et, s'il vous plaît, des équipes multidisciplinaires. Alors, on ne pourra pas réussir si on ne se parle pas. Moi, c'est moi qui fais les téléphones pour annoncer les mauvaises nouvelles quand des chercheurs font l'objet d'allégations. Là, je n'envoie pas un courriel, je leur parle, c'est des êtres humains. Et souvent, je vais avoir 2 réactions. Soit que c'est quelque chose qui est complètement nouveau, puis là, je me dis, il faut qu'on y pense, ou je vais avoir la réponse, on a toujours fait ça comme ça. On a toujours fait ça comme ça. Et donc là, ça traduit justement parfois des changements de pratiques qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas simples, qui ne sont pas faciles. Puis c'est vrai que c'est ça. Je pense qu'on a vraiment besoin que vous soyez tous et toutes impliqués dans cette discussion-là. Il y a une chose que moi je trouve comme présidente du comité, c'est qu'on est plus souvent par rapport au manquement dans le gris que dans le blanc ou dans le noir. Alors quand on donne nos statistiques au conseil d'administration,
on peut avoir des sanctions différentes pour un manquement qui semble pareil, la même chose. Mais on n'est pas dans le judiciaire. Donc, on peut, pour toutes sortes de raisons, c'est un jeune chercheur, il ne savait pas, je ne sais pas trop, donner pour un même manquement des sanctions différentes. Alors ça, il faut l'expliquer au conseil d'administration. L'autre chose, c'est que c'est très, très important pour nous de bien documenter nos choses. Parce qu'on dit on est une jeune politique et quand il arrive des cas, la presse téléphone pour quelque chose, il faut qu'on soit capable de vraiment documenter, de construire une espèce de jurisprudence pour les futurs membres du comité, futurs présidents et tout ça. Donc ça, on est très, très sérieux là-dessus pour voir dans notre décision pourquoi on l'a prise. Parce que comme on dit, l'éthique, c'est le contexte, c'est pas le droit positif, hein, c'est ça. Alors, Bénédicte Boyer-Bévière, Paris 8. Ma question, c'est à propos des sanctions. Parce que les sanctions, c'est très dissuasif. Quand les gens connaissent ce à quoi ils peuvent être exclus pendant 2 ans, avoir, pourquoi pas, à rendre tous les fonds de la recherche, je ne sais pas si cette sanction existe. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a une liste des sanctions susceptibles d'être posées qui pourra être connu par tous les chercheurs et qui pourrait être aussi un moyen de dissuasion pour pouvoir lutter contre toute forme de remise en cause de l'intégrité scientifique. Vous avez le droit de répondre, mais c'est la future table ronde sur laquelle on rentre ensuite, donc on peut... Ah bah oui, je n'ai pas fait attention. C'est la future table ronde, cette question. Hein. Mais tu la reposeras, tu penses. Et vous aurez le droit de répondre. Alors qu'elle réponde. Juste pour dire qu'en fait, dans notre politique, il existe tout un continuum de sanctions. Évidemment, bien sûr, la pire étant, le bouton nucléaire étant de rendre la personne inéligible à du financement futur ou d'être obligé de rembourser son financement, ce qui est extrêmement rare. Je veux dire, c'est pas... Mais avant, il y a d'autres sanctions qui sont d'aller se former, de recevoir une lettre pour dire que c'était pas l'idée du siècle, ou etc. Donc, je pense qu'il existe un continuum de sanctions, puis c'est à ça je pense qu'on doit se... Tout comme il existe un continuum de gravité, c'est juste en proportion. Je voulais vous parler de ces comités dont vous avez donné les détails tout à l'heure. Toujours ma remarque concernant les inconvénients qu'il peut y avoir à mettre dans une même instance, surtout que, si j'ai bien compris, elle est décisionnelle, l'éthique et les atteintes à l'intégrité. Je n'y reviens pas, mais un jour ou l'autre, vous vous rendrez compte, peut-être dans très longtemps, qu'il y avait des raisons très profondes. Les choses ne sont pas les mêmes et les motivations des personnes qui siègent dans ces instances ne sont pas les mêmes. Mais surtout, je voulais dire par rapport à l'exemple français que ces comités, si j'ai bien compris, ils sont internes à un établissement de recherche ou autre, et ça n'est pas quelque chose d'extérieur. Alors, la composition de ces comités, est-ce qu'elle est fondée uniquement sur des membres appartenant à cette communauté, avec tous les inconvénients que ça peut avoir, ou est-ce qu'elle est ouverte, et d'autre part, quelle est son autorité, quel est son pouvoir de décision, et dans quelle mesure les propositions ou les décisions qu'elle prend ou les propositions qu'elle fait sont suivies. Alors les comités d'éthique pour l'expérimentation animale ou le comité d'éthique en recherche sont 2 comités indépendants du pôle. En fait, ils sont inclus dans le pôle pour leur faire leur visibilité, mais ils ont un règlement intérieur à part, ils vivent à part. Ils ont composé d'experts qui viennent de tout. Il y a du monde associatif, il y a des gens d'extérieur. Il n'y a pas que des experts internes. Et ils donnent eux-mêmes leurs réponses. En fait, dans le cas du pôle, ce qui sera traité, c'est par exemple s'il y a quelqu'un qui se rend compte qu'il y a un problème éthique dans son laboratoire. Donc il pourra le faire arriver en disant, par exemple, j'ai vu, il y a des souris qui sont arrivées de l'extérieur, elles ont pas il n'y a pas de saisine qui a été faite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est sûr. Hein? Ça, parce que ça dépendait du comité d'éthique à expérimentation animale, et ça n'a pas été fait. Mais ça, c'est de l'éthique de recherche. Et donc, c'est ces problèmes-là qui vont être après traités pour donner un avis au président de l'université, qui est le seul à pouvoir statuer sur des problèmes.
Mais pour demander les autorisations de saisine pour l'expérimentation animale ou pour demander un numéro d'agrément pour un projet qui dépend de la loi Jardé, c'est le CER ou le CEA, mais c'est pas ça dépend pas par là. Non, j'aurais dû préciser, j'ai peur de ne pas le faire, que ma question concernait le Québec, c'est-à-dire ces instances. J'ai une petite idée, et d'ailleurs on va en parler dans la table ronde suivante, mais comment ça fonctionne? Première question. Deuxième question, quel est le recul dont vous disposez? Troisième question, est-ce que le fait qu'on apprenne qu'il y a dans ces instances, ces institutions de recherche, une procédure qui peut être mise en place, est-ce qu'on a vu chuter finalement le nombre des procédures, des incompatibilités avec l'intégrité, avec une sorte d'élément dissuasif, quand on voit tout près de chez soi une instance qui finalement est une instance d'observation et de sanction? Alors, chez nous, le comité d'éthique qui va émettre le certificat d'éthique pour qu'un projet de recherche avec des participants humains puisse décider est complètement séparé du comité d'intégrité scientifique. Ça n'a pas le mandat, ça n'a pas la même compétence, ça n'a même pas, ils sont pas du tout dans les mêmes instances. Mon comité d'intégrité scientifique doit être composé au moins de certaines personnes de l'extérieur de l'établissement. Et là, on a émis des lignes directrices très claires. Là, la personne qui vient d'être retraitée, c'est pas quelqu'un qui est de l'extérieur de l'établissement. Ça nous prend des gens qui sont vraiment de l'extérieur. Et on trouve que c'est un bon coup qu'il y ait des étudiants sur ce comité-là. On le dit, on va le redire encore. Et on a même vu, là, ça c'est notre expérience à nous, une situation où en fait, le comité d'éthique à la recherche, celui qui émet le certificat d'éthique, était en cause dans la situation d'intégrité scientifique. C'est-à-dire que la recommandation qui avait été faite par ce comité-là mettait le chercheur dans une situation qui nous amenait vers de l'inconduite scientifique. Alors, il n'aurait certainement pas pu être le comité qui allait examiner la question d'intégrité. Mais je crois que j'ai répondu seulement à une petite partie de vos interrogations, professeur Huriet. Je ne sais pas si... J'ai l'impression qu'on est presque passé sur la table ronde suivante. Alors, on va peut-être y passer direct. Hein, juste un petit mot, je dirais, parce que peut-être il faisait un peu allusion à ça. Le rapport des académies canadiennes où j'étais, qui était un rapport indépendant, il n'y avait pas les comités à ce moment-là d'intégrité, avait recommandé 2 organisations. Une organisation qui s'occuperait plus de former, de sensibiliser et tout ça, et d'écouter les gens. Une organisation, on appelle ça le good guy et le bad guy. Le bad guy, ce serait l'articulation, l'organisation qui ferait les sanctions. On pensait que ça donnerait plus de latitude à la personne qui veut aller se plaindre, qui ne sait pas quoi faire, à l'étudiant qui est mal pris. Ça n'a pas été retenu comme ça. Donc là, c'est dans le même. En fait, tu voulais savoir si depuis qu'il y avait le comité, il y avait moins de fautes. Alors, si la question était est-ce qu'il y a moins de fautes depuis qu'il y a le comité, en éthique, je n'ai pas été capable de. Je ne pourrais pas faire de corrélation vraiment entre les deux. Puis je pense qu'en intégrité scientifique, je ne pense pas qu'il y en a plus. Je pense qu'elles sont objectivement plus rapportées parce que là, les systèmes sont en place. Puis je pense qu'éventuellement, on va atteindre un plateau, mais on n'est pas rendu à notre plateau encore. Il nous reste, on a encore une petite... Ouais, moi, je pense qu'on a encore une côte. Voilà, merci. Vous applaudir